le seul nom de ville au monde avec 2 points d'exclamation, Saint-Louis du Ha-Ha. On est dans le juridiquement sympathique Jean Pochicama-Yala. Puis des cabanes, on en a. La grosse cabane, la petite cabane, en bois rond, à poisson des genoux, à chien traîneau, puis à patates frites. Ou à poutine. Poutine, plat de frites et de fromage recouvert de sauce. Et comme dans Poutine, il y a in, on l'a aussi en version fine cuisine. C'est parfait pour impressionner votre blonde. Blonde, petite amie, qui peut être brune, rose aussi, là. Pause paysage. Chez nous, on crie dehors, on tripe dehors, on fait du sport dehors, on joue dehors, on dort dehors, puis on danse dehors. On a de l'espace, de l'eau, un des rares hivers avec autant d'ensoleillement, des arbres qui deviennent fous l'automne et blancs l'hiver. On est plus fort que le froid, on vit d'amour et de température fraîche, on a le sens de la fête, on aime le monde, on est vrai, on est Québec original. Donc, on va commencer. Le premier symbole, on a décidé que c'était la langue française pour nous. C'est à la suite de la conquête du Canada français par les Anglais. Les francophones, on est devenus une minorité. Il y a près de 274 millions de francophones dans le monde et les Québécois, on en fait partie, puis on est très fiers. D'ailleurs, on est la seule province francophone au complet, c'est ce qui nous distingue du Canada, d'où l'importance de ce symbole dans nos origines. Par contre, la barrière de la langue est-elle un obstacle franchissable? À ce sujet, la langue française nous rapproche des autres communautés francophones à travers le monde. Mais la loi, il y a des mouvements qui nous fait en sorte qu'on veut la protéger, qu'on veut la préserver. Par contre, ça fait qu'on se met des barrières pour les autres, avec les autres, excusez-moi, par les autres... cultures. Cultures, exactement. Donc, c'est ça comme je disais. Puis, il y a, par exemple, il y a la Charte de la langue française, communément appelée la loi 101, qui, elle, définit les droits linguistiques de tous les citoyens du Québec en faisant du français la langue officielle du Québec. Donc, ça, c'est une barrière qui nous enlève aux autres cultures. Sinon, il y a aussi l'Office québécois de la langue française, qui, elle, assure le respect de la Charte de la langue française, qui aussi assure la promotion du français et veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans l'administration et les entreprises. Ça, c'est un point qui est à prendre en considération parce qu'effectivement, on veut protéger notre langue et tout, mais comme je disais, ça nous met des barrières aux autres cultures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des opinions là-dessus, parce qu'effectivement, on est vraiment fiers de notre langue, on veut la préserver, on veut qu'au Québec, on continue à parler français. Mais ça, c'est de notre côté, ça nous permet pas de voir les autres cultures et les autres langues sur les autres. Moi, je suis pas d'accord, parce que je pense que le fait qu'on ait une culture à nous qui est forte ne nous brime pas sur les autres cultures, puis la loi 101 ou les autres lois qui défendent le français ne nous empêchent pas d'aller ailleurs dans le monde, s'intéresser à autre chose. Moi, j'aime mieux avoir une culture qui nous est propre, qui soit forte, ou une culture qui n'est pas à nous, puis qu'on devienne plus pauvre à cause de ça, personnellement. Moi aussi, j'aimerais savoir un bonbon. On avait un chez il y avait une autre personne. Ah, pardon. Vraiment rapidement. Tu sais, je pense que c'est super bien aussi qu'on ait notre culture, comme monsieur disait. Sauf que, des fois, j'ai l'impression qu'on va un peu comme trop loin dans le... Il faut absolument qu'il n'y ait rien d'anglais. C'est juste un exemple rapide. Je travaille chez Cell Québec, puis sur nos factures, on ne peut plus mettre les noms des produits parce qu'il y a des compagnies qui viennent des States. Ouais. Donc, automatiquement, ça rentrait en anglais dans le système, puis on a eu des plaintes. Donc, il a fallu enlever les noms, puis mettre seulement des numéros. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ça... À quel point, là, ça peut être un peu loin, dans le sens, ça n'enlève pas qu'on aime la langue française, mais pourquoi, là, un nom qui est à l'origine anglophone? Exactement. OK. Mais... OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, là, parce que je suis française d'origine, puis je vais souvent en France, en tout cas, ou dans d'autres pays, à quel point les Québécois sont conscients de leur langue. Alors que dans d'autres pays, même des tout petits pays qui parlent une langue que personne parle, genre le Danemark, là, c'est pas un enjeu. Alors que les Québécois, à cause de leur histoire, de leur situation dans le Canada, ils pensent constamment à la langue. Alors ils la protègent, etc., ce qui n'est pas le cas. Et en France, je veux dire, ils sont comme le Danemark, ils ne sont pas conscients
qu'il faut le protéger. Alors, est-ce que le Québec est en avance, dans le fond, en étant conscient de sa langue, puis en prenant les outils pour la protéger? Ou est-ce que c'est, comme certains vont dire, c'est conservateur, c'est timoré, puis tout ce qu'il faut, c'est tous être bilingue? On ne le sait pas, mais c'est très frappant comme spécificité québécoise. Est-ce que c'est parce qu'ils se croient vraiment vulnérables par rapport au reste de Danemark? Honnêtement, je ne pourrais pas dire à 300%, mais est-ce qu'ils se sentent plus insécures par rapport aux autres? Comme nous, on est vraiment à côté avec les États-Unis, on prend beaucoup de leurs habitudes, de leur nourriture, il y a des échanges aussi, mais peut-être que c'est ça qui explique que nous, on se sent plus insécure, c'est pour ça qu'on voudrait protéger la langue française. Je pense que c'est comme des questionnements aussi qu'on peut se poser, en tout cas, qui va dans le même sens que vous, en fait. Mais oui, puis c'est pour ça que c'est si lié à la question de la souveraineté. Les gens disent il faut qu'on soit souverain pour mieux la protéger. Mais en même temps, il y a ceux qui disent l'important, c'est de parler plein de langues. C'est d'être comme il y avait un étudiant africain dans l'équipe 1, il parlait 5 langues, lui. Pour lui, le français, c'est sa 5e langue. Et aucun problème, le français, ça l'inquiète pas plus qu'autre chose. Ça impose un peu d'avoir la peur ou c'est parce qu'elle est plus forte ici? C'est ça, en fait, qui distingue, par exemple, du Danemark, peu importe pourquoi nous, au Québec, on veut tant la défendre, c'est la peur qu'on a plus de la perdre. Mais... On dirait qu'on a encore peur on dirait qu'on se sent encore envahi par les Anglais. Tu sais, qu'on a encore peur de... On se sent comme... C'est ça, on n'a pas mis... Au début, on avait mis l'image des Gaulois là, qui résistent à l'envahisseur. Moi, c'est ça, cette image-là que j'ai des Québécois. C'est vraiment le petit nœud d'irréductible qui a vraiment peur de tomber aux mains des Anglais encore. Donc les Anglais et les immigrants, est-ce que c'est le même? Est-ce qu'on a la même peur face aux immigrants ou c'est surtout l'anglais qui est l'ennemi? L'ennemi, pas l'ennemi, mais la menace. Par rapport à la langue française, j'ai l'impression que c'est plus l'anglais l'enjeu. Mais souvent, les immigrants ici parlent plus anglais que français. L'anglais semble, en tout cas, moins compliqué et moins difficile à apprendre que le français. C'est assez énorme, l'exception complexe. Oui, moi, j'étais d'accord avec toi. Parce que la peur, puis c'est inscrit aussi dans notre histoire. C'est inscrit dans notre histoire. Mais, tu sais, moi, j'ai comme beaucoup d'amis italiens. Puis leurs parents, ils leur disent apprends l'anglais, frappe pas ton temps avec le français. Parce que money talks. Tu fais un bon job, man. That's it. C'est con, c'est plate, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Puis la loi 101, c'est important. Puis la fierté, la construction de la fierté, c'est aussi important que de la protéger, dans le fond. Puis moi, je pense pas qu'on va trop loin. Puis si c'est tellement facile, ça a été difficile de changer pour des numéros. Ça complique quand même la tâche. C'est la loi. Tu veux faire de la business ici, tu veux faire du commerce ici, il faut que tu le fasses en français. Je suis allé voir l'Impact de Montréal en fin de semaine. C'est merveilleux. Okay? Toutes les nationalités, ils sont toutes derrière Didier Drogba, puis le monde tripe, puis tripe, puis tripe. Puis quand, je ne sais pas comment expliquer ça, comment on fait pour générer ça dans la société civile ailleurs? Cette fierté-là. C'est important, c'est ça qui nous unit, c'est ça qui nous a construits comme individus québécois. En même temps, la sœur, elle essaie de trouver une job, il faut absolument que tu sois bilingue, au moins anglais-français. Surtout comme. Mais partout, là, je veux dire, pas n'importe quoi, là, en administration, en tout ce que tu veux. On est d'accord, mais enseignant au secondaire, j'ai pas besoin. C'est encore drôle. C'est encore drôle, honnêtement. Plusieurs bacs qui demandent en anglais. Ils demandent parce qu'ils veulent que vous ayez qu'on ait un certain niveau, tu sais. C'est pas dans la pratique, professeur d'éducation physique. Personnellement, c'est parce que ça ne peut pas te nuire. On est tellement... C'est un outil pour t'ouvrir sur les autres. Oui, pour t'ouvrir pour les autres, mais en même temps, je me dis, si on refuse d'avoir cet apprentissage-là, on va simplement se fermer aux autres cultures. D'accord. Mais est-ce que c'est seulement à nous de s'adapter? On est en minorité, donc moi, je te dirais oui. Au Canada. Dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça le débat un peu de patriote versus multiculturalisme. Si tous les peuples qui étaient en minorité s'adaptaient, il y aurait un peuple. Non, mais il y a quand même une langue internationale qui gère. Donc, pourquoi on dirait, même si on est une petite minorité, si toutes les minorités se mettaient ensemble, oui, peut-être qu'on serait aussi grand. Mais de là à ce que... Mais le fait qu'on affirme notre culture francophone, là, ça ne veut pas dire qu'on se ferme aux autres cultures. Mais dans ce débat-là, c'est souvent ça. Hein? À chaque fois qu'on tente d'affirmer notre culture, les gens, des fois, accusent que c'est à cause qu'on veut se fermer aux autres cultures, qu'on veut rester entre nous-mêmes, qu'on veut rester dans notre petit paquet. Puis mais ça, moi, je pense que c'est un faux argument. L'affirmation de ta propre culture, ça ne veut pas dire justement que tu ne veux pas regarder ce qui se passe ailleurs. Puis d'ailleurs, regardez vous qui êtes en avant, là, je suis sûr que vous êtes tous bilingues.
vous avez appris le français pareil, puis on le défend le français pareil. Fait que c'est ça, de dire que on devrait peut-être moins réglementer le français, ça va pas nous aider à mieux apprendre l'anglais. Ça va faire de nous des gens qui ont une culture plus pauvre. C'est mon opinion. Je veux justement, j'ai jamais dit qu'en en se permettant, je suis très d'accord avec la réglementation du français, etc., parce que c'est quelque chose qui est dans nos origines et il faut le défendre. Simplement que j'ai l'impression que lorsque des personnes ne veulent pas apprendre l'anglais, ces personnes-là se ferment. Puis eux, ils n'ont qu'une seule option, qu'une seule ligne directrice de comportement, contrairement à ce qu'on devrait être tous ouverts à oui l'anglais, oui l'espagnol, oui apprendre 5 langues. Puis si, dans un monde idéal, tout le monde était comme ça, bien, il n'y en aurait pas de conflit. Je te dis que la langue fait partie de notre origine, je suis très d'accord avec ça, simplement qu'il faudrait trouver un moyen de balancer le tout. C'est ça, ça. Et je pense que tu avais la même idée, ce que tu oui, c'est ça, j'abondais dans le même sens que mon collègue. Là. Je pense que la langue française ne va pas contre le bilinguisme. On peut, justement, comme je disais, on peut intégrer la langue anglaise sans être totalement assimilé. On peut défendre notre langue et notre culture en étant bilingue puis en parlant anglais un petit peu au travail quand on en a besoin. Les deux, je pense qu'ils se complètent bien un petit peu dans ce sens-là. On peut défendre notre langue, mais y intégrer des nouveaux éléments un petit peu aussi. C'est pas un ou l'autre, c'est pas un choix à faire. On peut faire les deux facilement. Au contexte actuel aussi de la société en général, quand on dit que l'anglais, c'est comme une langue universelle pour tout le monde, on peut s'adapter à cette réalité-là sans dire il faut absolument juste parler anglais parce que c'est la langue que tout le monde utilise. Ça va dans le même sens un peu parce que je pense, comme tu dis, le choix d'apprendre l'anglais, c'est un choix aussi personnel. Tout ça, il ne faut pas qu'on aille juste par obligation, comme moi je vois ça de même, pas juste comme une intégration parce que sur 32 millions de Canadiens, on est 8 millions de francophones et 24 millions d'anglophones. Moi, je ne vois pas ça ainsi. Comme vous le dites vous-même, d'apprendre l'anglais, c'est un avantage personnel pour toi parce que ça t'ouvre d'autres possibilités sans toutefois renier ce que tu es francophone et que tu protèges ta langue. Et moi, je pense qu'aussi, il y a un gros problème avec ça, c'est notre statut. En tant que province, parce qu'on dit on parle de la Belgique, on parle de la France, on parle d'autres pays qui n'ont pas cette problématique-là, on dit même non, ce sont des pays. Ils ont une certaine légitimité, on dirait, à protéger un peu plus leur langue. Je pense que nous, on a un peu moins parce qu'on est une province. On a certes créé une loi pour protéger notre langue, mais en tout cas, moi, d'après ce que j'ai vu dans mes cours d'histoire, mes cours de politique, ça enlève comme quand tu veux, mettons, pas forcer, mais obliger quelqu'un qui n'a pas le français comme langue maternelle à l'apprendre. Dire pourquoi quitter pour me forcer, tu n'es qu'une province, alors que tu vis dans un pays majoritairement anglophone. Donc, je pense que vient là aussi un débat puis une problématique par rapport à l'intégration entre protéger le français et apprendre l'anglais également pour la vie en général. En tout cas, c'est mon opinion. Moi, je t'ai interrompu tout à l'heure. Au fait, ce que je veux juste dire, c'est à cause qu'on a tellement de lois, de réglementations, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des compagnies ou des entreprises qui veulent justement pas s'installer ici. Là, ça nous met comme, ça nous pénalise, en fin de compte, pour certaines, que ce soit des boutiques ou des entreprises, grosses entreprises, n'importe quoi. Comment on fait pour dealer avec ça? On avait aussi une vidéo pour illustrer les barrières culturelles qu'il pouvait avoir entre les francophones de différents pays, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on parle français qu'on se comprend tous. Bonjour. Je cherche le vieux port. Ça? Non. Je cherche le vieux port. Ah oui, mais c'est un bon bout d'ici, par exemple. Je le sais parce que mon chum commande un bureau d'assurance dans le départ, en fait. Mais c'est un beau point, par exemple, tu vas adorer ça. T'es-tu en char? Tu vas virer arrière. Je t'assure avec la moche, c'est un méchant train à partir d'ici, en fait, parce qu'il y a sur René Lévesque, entre c'est mon chum qui m'a dit ça. Tu vas prendre Saint-Laurent, tu vas monter jusqu'en haut, tu vas tourner à gauche sur Vigée, puis là, tu vas pogner la gogosse, en fait, la patente qui indique pour aller vers le départ, finalement. Tu vas descendre vers le fleuve, puis à un moment donné, en fait, mais là, il y a l'espèce de l'autre patente, la patente de l'amphibus, là. Donc, tu fais ça, c'est juste à côté de mon bureau d'assurance, tu vas voir. Mais t'es rendu, ça va être à peu près là. C'est à peu près ça. C'est correct? Ça va être correct? Ça va être correct? Ok. Merci. Donc c'est ça, on se disait que c'est ça.
ça illustre bien la barrière entre les francophones. Un deuxième symbole, c'est le drapeau, qui est aussi un très grand symbole pour nous. On y accorde une très grande importance, puis un sentiment d'appartenance très grand. D'ailleurs, le Québec est la seule province canadienne où les habitants prétendent avoir un sentiment d'appartenance plus fort envers leur province qu'envers le pays. Si on remarque sur le petit graphique ici, les bandelettes rouges, c'est l'importance envers la province et la bandette bleue envers le Canada et notre pays. Donc, il y a vraiment juste uniquement le Québec qui identifie comme étant le sentiment d'appartenance envers sa province plus fort. C'est selon une statistique de Statistique Canada qui a été faite en 2013. Comme je vous le disais, notre drapeau est notre fierté. C'est la symbolique, je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais c'est en 1948 que le fleur d'Élysée devient le drapeau officiel du Québec. Ça a commencé vraiment de façon très simple. Le fleur d'Élysée prenait la place de l'Union Jack, le drapeau britannique, au sommet de la tour centrale de l'hôtel du Parlement. Puis, par décret, le gouvernement du Québec, à ce moment-là, a accordé le matin même le statut du drapeau officiel du Québec. Donc, ça fut aussi simple que ça, c'est comme ça que c'est devenu l'emblème du Québec. Aussi, on en parlait tantôt un peu avec Florence, là, à la langue française vient le mouvement souverainiste, qui est un autre gros symbole culturel sans appartenance. Bon, il y a eu 2 référendums au Québec. Moi, j'ai mis les pancartes du oui et du non. Je suis sûre que vous étiez tous trop jeunes pour vous en rappeler. Mais moi, ça m'a marqué quand j'étais petite, les pancartes du oui avec les hauts en fleurs et en signe de paix. J'aimais ça. Et donc, non, c'est juste trop belle. J'avais 10 ans, je trouvais ça bien. Donc, c'est ça, ça a divisé les Québécois au Québec, mais aussi au Canada. En 1995, il y avait eu une manifestation monstre à Montréal parce que il y avait les partisans du oui et les partisans du non, puis les partisans du non avaient fait venir des autobus de Canadiens. Puis c'est ça pour aller contrer le mouvement du oui. Et donc, il y a des gens qui manifestaient dans les rues de Montréal avec des gros drapeaux canadiens puis des gros drapeaux québécois. Là. Ça avait été une grosse affaire. Ça a failli passer. On a failli devenir souverainiste. C'est même que Parizeau avait dit que si l'indépendance du Québec n'avait pas passé, c'était à cause de l'argent et des votes techniques. Malaise, là, sur la scène québécoise, a été jugé très sévèrement pour avoir dit ça, M. Parizeau. Puis avec les années, en fait, ce qu'on pense, nous, c'est qu'après la défaite de l'indépendance, le mouvement s'est un peu essoufflé, là, ou du moins été plus souterrain, parce qu'on n'en a pas parlé pendant plusieurs années. Et voilà. Et donc, là, ça commence à redevenir à la mode un peu là, avec Pierre-Carl Pellado, qui est devenu chef du Parti québécois. Puis dernièrement aussi, là, à la course à la chefferie du Parti québécois, là, on a plus parlé de la souveraineté. Mais dans les dernières années, c'est ça, le Bloc québécois aux dernières élections fédérales complètement planté. Là. Il y avait juste 4 sièges, si je ne me trompe pas. Puis même là, M. Duceppe, dans les sondages, semble vraiment en perte de vitesse. Fait qu'on se demandait, est-ce que vous pensez que les nouvelles générations québécoises sont aussi intéressées par l'indépendance du Québec? Puis est-ce que c'est encore un enjeu culturel au Québec de se séparer du Canada? À vous la parole. S'il vous plaît. Mais vous en pensez quoi? Ah, mais on a des partisans, non? Je pense que l'enjeu n'est pas aussi grand qu'il a déjà été. D'ailleurs, les gens s'identifient de moins en moins au mouvement souverainiste. Puis, j'ai toujours tendance à trouver que les chefs, ou par exemple le Parti québécois, ne donnent très peu d'une opinion positive de la chose en montrant qu'est-ce que ça donnerait de plus, qu'est-ce que ça nous apporterait de plus. On est plus dans une autre gimmick quasiment existentielle pour leur propre parti. On ne parle pas vraiment de la population, qu'est-ce qu'on pourrait en retirer, donc c'est difficile de s'identifier à ça. Mais est-ce que c'est du non-dit parce qu'on ne veut pas effrayer les gens, tu penses? Dans le sens qu'ils n'en parlent pas, mais c'est ça l'intention du Parti québécois. Pierre-Carl a créé une institution pour étudier l'impact de l'indépendance au Québec, qu'est-ce que ça fait, et tout. J'ai comme le sentiment que ça ne serait pas nécessairement un plus. Donc, eux autres, peut-être aux autres aussi, ils savent. Donc, ils sont encore en train d'essayer de se demander comment ils vont arriver à convaincre les gens
alors qu'eux-mêmes n'en sont peut-être même pas si convaincus. Ben moi, je pense que c'est sûr qu'on en parle peut-être un peu moins dans les médias, mais si on en regarde... mais je suis pas sûr que les jeunes ils s'intéressent pas à ça, parce que si tu regardes un parti comme Option nationale, quand Rossin était au pouvoir, c'était majoritairement des jeunes qui s'identifiaient à ce parti-là. Fait que je suis pas sûr que pour les jeunes, ça existe plus, là, ce débat. Oui. Donc, moi, je pense aussi, c'est, comme tu dis, avec des jeunes, c'est que le débat de 95, de 80, ça menait une autre génération que fédéraliste contre souverainiste. Nous, on n'a jamais eu une bataille contre ça. On est des jeunes de la même génération, tout ça, mais on n'a jamais inculqué vraiment OK, est-ce que tu te sens plus canadien que québécois? Donc, la question que vous posez, comme, est-ce que les nouvelles générations sont plus québécoises que canadiennes? Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Ils sont comme pris dans une génération qui n'a jamais eu vraiment à se positionner dans le débat. Et là, c'est justement ce que les partis, pas juste le Parti québécois, mais les autres partis plus fédéralistes, essayent de faire, justement, de embarquer, donc, parce que les prochains qui vont devoir mener ces partis-là, ces débats-là, c'est nous autres, veut pas. Donc, parce que, puis pour le mouvement souverainiste, juste une petite parenthèse aussi, c'est que ça, c'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas parlé aussi, c'est comme ils ont perdu le monopole un peu du discours. J'ai comme l'impression, j'ai analysé cette situation-là pas mal, puis je suis comme, ouais, vous n'avez pas renouvelé grand-chose depuis 20 ans environ, donc pour que le débat revienne pour les jeunes, il faut d'abord parler d'une souveraineté version 2015, pas version 1995 ou 80. Même chose pour le fédéraliste canadien, parce que je suis sûr que je poserai la question à n'importe qui, il dit « C'est quoi le fédéraliste canadien pour vous? » Puis je suis sûr que la plupart du monde serait « Ben, c'est le Canada, là, mais c'est plus complexe que ça. » donc. D'accord, on enchaîne. Aussi, quand on entend parler du hockey, on sent un énorme sentiment d'appartenance, une grande fierté et surtout de la partisanerie. Que ce soit le logo du Canadien, Maurice Richard ou encore uniquement notre passion pour le hockey, on est toujours présent. Ça crée beaucoup de rassemblements chez les Québécois. Nos parties de famille finissent souvent sur la patinoire ou encore devant la télé pour un match des Canadiens. Quand il s'agit des championnats canadiens ou encore des Jeux olympiques, on est tous pro-Canada, puis on les encourage, puis on est prêts à faire tout plein de réunions et de manifestations. Puis s'ils gagnent la coupe, on démolit tout, puis on est bien contents. C'est un grand sentiment d'appartenance. Mais là, moi j'ai une question. Est-ce que c'est pour les femmes autant que pour les hommes? J'aurais tendance à dire que... Ben, ça, c'est une grande fan de hockey. C'est ça, c'est vrai que c'est davantage présent chez les hommes, mais il y a des exceptions. Non, mais je dis pas que les femmes n'aiment pas le hockey, là. Je veux dire, est-ce que c'est aussi important, c'est un symbole qui... Peut-être moins, un petit peu moins. Mais je pense que c'est rendu aussi activité sociale. C'est ça, activité sociale. Effectivement. Dans le sens que les filles vont prendre quand même... vont prendre leur place dans la réunion du hockey où ça va être des gangs mixtes quand même. Mais est-ce que vous jouez au hockey? Non. Il y en a 1 sur 8 qui joue au hockey. Mais jouer, intérêt, je joue pas, mais j'ai de l'intérêt. Là, on parle d'être partisan, on parle vraiment d'être parti qui tourne, c'est l'événement, se réunir avec les amis, avec la famille. C'est pas ça que de jouer. Parce que moi, ça me frappe à quel point, moi, je trouve que le hockey, c'est la construction de la masculinité au Québec. C'est des petits gars qui apprennent avec des hommes, c'est leur père qui les emmène au hockey. Non, c'est vrai. Non, mais je ne dis pas qu'on n'aime pas ça. Là. Je parle dans la culture québécoise. Non, le hockey, vous avez tout à fait raison, mais c'est pour les petits gars. Les équipes féminines, on s'entend qu'ils sont moins présentes en que d'inscrire son petit gars à 5 ans, c'est comme un réflexe peut-être. Non, c'est ça, je n'ai pas commencé à 3 ans non plus comme... Et par rapport au soccer, c'est très différent. Parce que le soccer, il y a quand même, tu as été voir l'Impact, là. Le soccer, si vous regardez les équipes d'enfants, là, parce que moi, mes fils, on fait les deux. C'est plus... C'est ben non, il y a quand même beaucoup de garçons, mais c'est des garçons de toutes les cultures. Alors que au hockey, là... Mais c'est parce que le sport peut se pratiquer plus dans notre région, au Canada. C'est sûr qu'en Afrique, on ne pratiquera pas le hockey. Oui, non, mais là, je parle d'enfants qui sont nés d'immigrants, ils vont jouer au soccer. Mais c'est comme si le hockey, c'était tellement lié à la culture québécoise que c'était pas facile pour des enfants d'immigrants d'entrer dans ce monde-là. Le soccer est plus accessible aussi. Ça coûte moins cher. Avoir des préjugés, là, c'est sûr que c'est vraiment moins cher. Je regarde maintenant là, les jeunes qui commencent pour jouer au hockey, puis les prix, c'est rendu, c'est exorbitant. Puis, je sais. C'est sûr que
soccer, c'est vraiment plus accessible. C'est l'implication de la famille aussi. Là. Ayant eu un frère qui a joué toute sa vie, là, j'ai passé mon enfance dans l'aréna aussi. Alors ça, c'est incroyable. Moi aussi, j'ai découvert ça comme immigrante, là. Ils vont tous en famille. Les grands-parents, les oncles, les tantes, c'est la sortie, là, c'est le match de hockey du petit garçon. Et ça, c'est la socialisation. Vous avez tout à fait eu raison, dans la culture québécoise, c'est majeur. C'est peut-être ça, même s'il n'y a pas de barrière dans le sens d'un Africain mais qui est né ici, là, même si ses parents sont africains ou peu importe, il va y avoir quand même une petite barrière invisible probablement qui se dresse là, même si c'est pas clair, là, puis que le petit gars québécois va l'accueillir quand même pour jouer au hockey, il va faire une réticence quand même. Sur les sports aussi, c'est inculqué par les parents. Parce que chez nous, on ne jouait pas au hockey. Mon père, il n'écoutait pas vraiment le hockey à télé, peut-être dans les séries pour se tenir au courant, mais tu sais, on écoutait plus la Formule 1 chez nous, tu entends? Puis mon père, il écoutait le football, fait que chez nous, c'est le football. Puis là, mon chum, il joue au football, fait que notre fils, d'emblée, le petit garçon, on ne le fera pas nécessairement jouer au hockey. Même que si je peux me sauver l'aréna à 6h30 le samedi matin, ça va faire bien mon affaire. Non, mais il joue au soccer, puis s'il va jouer au football, il va jouer au football. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tes parents ça commence jeune, tes parents regardent le hockey à la télé, c'est ça que tes parents, tu regardes le hockey, ça devient, c'est vraiment un truc familial. C'est un peu ça l'identité culturelle aussi, ça vient pas nécessairement comme du fait qu'on est un peuple québécois. T'sais, on va prendre, à la base, c'est comme la famille qui va donner des intérêts. Toi, après ça, en grandissant, tu vas découvrir d'autres choses en discutant avec les autres, justement. Là, tu fais, ça m'intéresse, je vais me concentrer là-dessus, cette partie-là m'interpelle plus que, exemple, chez moi à la maison. C'est ça l'identité culturelle, c'est pas nécessairement comme on est québécois, on aime le hockey, point. Moi, je vous le dis, je n'aime pas le hockey, c'est pas ça intéressant. Fait que c'est pour ça que moi, mes collègues, ils sont là, le hockey, mais je suis comme, ah oui, yeah. Fait que moi, j'écoute pas ça, mais chez moi, c'était pas comme ça. On n'a pas écouté le hockey. J'ai d'autres intérêts que je suis autant fan que le hockey, mais moi, c'est pas mon sport. Et tu te sens pas moins québécoise pour autant? Non. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment plus le sentiment à une équipe ou à un sport qui est intéressant, mais c'est vrai que le hockey est très présent au Québec. Mais de là à dire que c'est juste ça. Ouais. Et en Afrique, je peux vous le dire, c'est le soccer. Ouais. Ils en mangent. Didier Drogba, là, il est de quel pays? Voilà. Alors, là, vraiment, c'est un dieu. C'est un dieu. Vous avez pris un dieu de Côte d'Ivoire. On va passer avec la poutine bien vite parce que la semaine passée, on en a parlé, mais effectivement, c'est très présent au niveau des Québécois. C'est un symbole de gastronomie pour le Québec. Ça s'en vient même gastronomique. Il y en a plusieurs dans les grands restaurants. On la prête de n'importe quelle façon, n'importe quelle variété. Il y a même des festivals maintenant, le festival de la poutine à Drummondville, le Grand Poutine Fest de Montréal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rendu très grand, même si ça pique la curiosité pour le tourisme. Ils arrivent ici et ils veulent tous goûter à la fameuse poutine des Québécois. C'est notre... on se fait reconnaître pour ça, ils veulent goûter à ce fameux mélange. Puis maintenant, c'est rendu au Canada anglais, maintenant aux États-Unis aussi. Fait qu'on agrandit. C'est ça, c'est différent. Bon, le fromage en grain n'est pas encore rendu là-bas. Mais c'est ça, on essaie d'éparpiller la poutine à l'international. Ça rassemble les gens. Prochain symbole, bien évidemment, le climat. Donc, le Québec, on est reconnu pour nos hivers froids et rigoureux, mais malgré ça, on réussit à passer à travers cette saison grâce à nos activités favorites. Hockey, ski, raquettes, peu importe. Puis, on réussit justement, c'est ça, à profiter de notre temps qui est parfois très glacial. Je vais passer comme un sur la question, mais à votre avis, est-ce qu'il pourrait y avoir une barrière de notre, comment je peux dire ça, le climat peut-il être une barrière face aux nouveaux immigrants? Oui, non, et pourquoi? Oui? Moi, je pense que oui. Je pense que la langue peut être une barrière plus importante des documents actuels. Mais je crois que oui, si on prend par exemple les Africains, je sais qu'il y a beaucoup de citoyens étrangers qui, quand ils viennent ici, c'est comme quasiment juste dans les souterrains l'hiver, puis ça sort pas de l'eau. Ça a besoin de manger, fait que ça sort pas de l'hiver. C'est un peu une grosse barrière parce que nous, toujours, il avait ça. Ben oui, je pense que c'est une bonne barrière. Moi, peut-être talent, mais ça en est quand même. Je pense pas que ça soit. Tu sais, je pense plus que c'est une grosse adaptation que nécessairement une barrière. Quelqu'un qui veut immigrer au Québec, ben, la température, c'est une adaptation qui devrait être conscient qu'il va avoir à faire.
Mais je pense pas que quelqu'un va se dire, ben, je ne vais pas aller au Québec car il fait froid. T'sais. Je pense que c'est une adaptation que quelqu'un qui vient vivre ici est tout à fait conscient. Comme nous, dire on s'en va vivre dans un pays qui est très très chaud, on va avoir quand même aussi une certaine adaptation à vivre parce qu'on est, on est habitué d'avoir nos hivers, nos activités hivernales. Ben là, c'est une nouvelle adaptation aussi pour quelqu'un qui s'en va dans un pays complètement chaud. Donc, je pense pas que le climat en tant que tel soit une barrière parce que peu importe dans quel pays tu vas, tu peux avoir un changement drastique de climat. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas être quelque chose qui va t'empêcher d'aller vivre à un endroit en particulier. Oui? Ben, je pense que ça peut marcher dans les deux sens. En fait, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben, je ne veux pas aller là parce que leur hiver ont l'air trop intense. » Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent voir notre neige puis qui veulent comme, se promener avec des chiens de traîneau puis vivre tout ça. Fait que, ça peut être un attrait aussi. Là. Justement, qu'on a 4 saisons très distinctes. C'est intéressant pour beaucoup de gens. Ça transforme en attraction. Ouais. Merci. Là, tu aurais pu mettre la chanson de Gilles Vigneault, Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ensuite, l'eau, bien évidemment, c'est ça, on possède 3% des réserves d'eau douce renouvelables de la planète. Donc, c'est une énergie qu'on a en grande quantité. Puis, puisque c'est un privilège, en fait, bien évidemment, ça vient avec une grande responsabilité. Puis, il faut privilégier cette richesse collective-là. Et c'est pourquoi, le 11 juin 2009, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi qui affirmait le caractère collectif des ressources en eau et qui visait à renforcer leur protection. Puis, également, le Québec est un chef en hydroélectricité qui poursuit et qui donne aux autres pays son savoir-faire en cette technologie-là. Est-ce que je vous pose des questions tout le temps? Oui, il en reste combien? Oui, il en reste un autre. Ouais. Ben, je vais vous poser la question rapidement. Est-ce que vous pensez que le fait de gaspiller notre eau peut créer un fossé culturel envers d'autres cultures qui auraient de la difficulté à se procurer cet or bleu? Oui. Mais dans la mesure qu'ils ne sachent pas, non? Ouais. C'est pas publicisé. L'eau n'est pas taxée ici à la quantité qu'on prend. On prend notre taxe municipale puis on peut la gaspiller comme on veut. Dans ta douche chez vous tout seul, il n'y a personne qui sait que tu as une demande. Dans la mesure où les autres ne le savent pas, je pense que non. Mais c'est aussi à nous de notre rôle de s'auto-réguler là-dedans. Oui, très bien. Oui, on va passer la prochaine vidéo que vous avez sûrement déjà vue de l'annonce de Pepsi.